après je vous donnerai les procurations. Et il y a des personnes qui devaient être là, qui vont certainement arriver, je vais vous dire. Donc, Jean-François Corneau présent, Jacques Defray m'a donné procuration, mais devrait arriver en cours de séance, il est sur l'autoroute. Dominique Saldo. Etienne Rodriguez a donné procuration à Marilyn Brûlé. Luc Clavier a donné procuration à Dominique Saldo. Marilyn Brûlé. Présente. Michel Gaxot. Catherine Danesi. Simone Bastard. Présente. Dominique Toulon. Présente. Gérard Philippe devrait être présent, mais pour l'instant, il n'est pas là. Annie Gilsheimer a donné procuration à Catherine Danesi. Pascal Herbelin a donné procuration à Christophe Azema. Christophe Azema. Présent. Valérie Baragis. Présente. Sophie Pazero a donné procuration à Michel Gaxot. Charles Gachet a donné procuration à Gérard Philippe. Paul Davin. Présente. Barbara, elle est là. Éric Dary a donné procuration à Aurélie, c'est ça? Jean-François Verrier. Présent. Aurélie, présente. Émilie Vernou a donné procuration à Jean-François Verrier. Audrey Lezo. Présente. Serge Boulogne a donné procuration à Barbara. Nadia Ouazani, présente. Et Serge Lafont, il est arrivé. Présent. Il est là. Parfait. Donc, 3, 6, 9, 12, 15, 16, le quorum est là. Et normalement, il y a 2 personnes qui vont nous rejoindre. Donc, on va pouvoir démarrer. Je vous fais passer la feuille de présence. Elle doit circuler déjà. Oui, la Voilà. feuille d'élargement. C'est déjà la feuille d'élargement. Voilà. Donc, vous avez reçu donc la convocation pour le conseil municipal sur lequel il y a donc, plusieurs points. Donc j'ai en préambule une information, donc la secrétaire de séance, pardon. Donc Catherine est secrétaire de séance. Donc, il y a une information sur la réforme des actes administratifs des communes, comme vous avez vu le suivre. Donc, il y a eu un décret d'application sur les actes administratifs des communes qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2022. Donc, ça veut dire que nous allons, sur le site internet de la commune, publier les actes réglementaires, notamment les délibérations du conseil municipal. Actuellement, nous avons les décisions. Et on a les délibérations. Voilà. Et il y aura également la publicité, la diffusion du procès-verbal de séance. Avant la réforme, le contenu du procès-verbal de séance n'était pas défini par les textes et suivant ces modalités de publicité sont désormais précisées. À noter, le compte rendu de séance disparaît, les délibérations n'évoluent pas. Voilà. Donc après je vous passe... oui, je peux vous marquer. Compte tenu du procès-verbal, compté du 1er juillet, donc date et heure de la séance, nom des présidents et membres du conseil municipal présents ou représentés, du ou de la secrétaire de séance, le quorum, l'ordre du jour, les délibérations adoptées, les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, les résultats des scrutins précisant s'agissant des scrutins publics, les noms de votants et le sens de leur vote, la teneur des discussions en cours de séance. Voilà. Donc ça c'était à titre d'information à l'Assemblée délibérante. Voilà, donc je vous propose maintenant d'approuver le procès-verbal de la séance précédente du 18 mai. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Je vais vous faire lecture des décisions. La décision 2022-24, marché de travaux, rénovation toiture de l'école maternelle de Rognes. Je signale que ça s'est très bien passé. C'était une entreprise de portugais, mais ils ont vraiment fait du bon boulot. La 2025, 2022-25, demande de subvention au département, dispositif aide aux travaux de proximité 2022, concerne les travaux de réfection du réseau d'eau potable cuisine centrale à l'école Verviers. La 26 est un marché de travaux pour l'aménagement esplanade de la Fanée, lotissement 1, attribué à la société Eurovia. La 27, contrat passé avec la société APAV Sud Europe concernant le contrôle des équipements sportifs et aires de jeu.
La 28, contrat pour la vérification périodique des portes et portails automatiques passés avec la société Cali Consult Exploitation. La 29, contrat de location d'illumination pour les fêtes de fin d'année avec la société ADS Design. La 30, marché de travaux pour la réhabilitation de l'ancien parc de Rognes en parc paysager. Lot 1 VRD attribué à la société Triangle IPS. La 31, marché de travaux pour la réhabilitation de l'ancien parc de Rognes en parc paysager. Lot 2, aménagement paysager attribué à la société Star Jardin. La 32, marché de travaux pour la réhabilitation de l'ancien parc de Rognes en parc paysager. Lot 3, aire de jeu attribué à la société Compan. Donc nous pouvons passer à l'ordre du jour. Donc, une question, c'est possible d'avoir une question? Vas-y. Juste pour les marchés de l'esplanade de la Fanée, Oui. il y avait 2 marchés. Oui. Et il n'y en a qu'un qui a été, semble-t-il, notifié. Et le deuxième, c'était pour l'ombrière solaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va être notifié si ce n'est pas fait. Et le troisième lot concernant les jeux d'enfants se fera en début 2023. Il sera notifié aussi. Vous avez la précision, Regina? Allez-y, venez là. En fait, le lot 2 a été infructueux. Voilà. Personne ne nous a répondu. On est parlé là. Voilà, donc étant infructueux, compte tenu que les travaux étaient en dessous de 100 000 euros hors taxe, nous avons pris la décision de prendre une entreprise qu'on a consultée, on en a consulté quelques-unes, et en fait il y en avait une qui avait l'air bien, c'est la société CMA qui va nous réaliser l'ombrière. D'accord. Pardon. Pendant les vacances de la Toussaint, pour préserver la sécurité des enfants, la directrice des écoles est au courant. Et apparemment, le planning va être tenu. Donc, je vous propose de passer à l'ordre du jour. Modification du tableau des emplois. Donc, il y a 2 modifications qui apparaissent. C'est le poste, page 9, si vous avez le compte rendu sur vous. Assistant de conservation principale 2e classe, donc c'est Hélène Zarat. Et filière animation, adjoint d'animation principale 1re classe, c'est Madame Brasini. oui, madame, mais c'est pas Brasini, Roxane. Voilà. Donc, je vous propose de voter en délibération. Le conseil municipal, après avoir oui délibéré, est-ce que vous approuvez les modifications du tableau des emplois? Et pour unanimité, je vous remercie. Donc la question numéro 2, c'est, je vais passer la parole à Michel Gassotte. Approbation des tarifs concernant le nouveau colombarium. Vu le Code général des collectivités territoriales, article S2223.2, Monsieur le maire expose à l'Assemblée qu'il n'y a plus de place dans le columbarium actuel. Aussi, la commune a réalisé un nouveau columbarium dans le cimetière communal. Ce columbarium est composé de 27 cases pouvant contenir chacune une. Il convient de prévoir de nouveaux tarifs pour la mise à disposition de ces cases auprès des administrés de la commune. Il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs relatifs au nouveau columbarium pour une case de 530 € pour une durée de 10 ans, 700 € pour une durée de 30 ans. Y a-t-il des observations? Oui, moi. Approche-toi du micro, Paul. Oui, pardon. Donc nous, on avait souhaité savoir si les personnes qui font l'acquisition d'une case dans ce columbarium peuvent bénéficier d'un échelonnement de paiement. Ben, 700 €, bon, je sais pas, tout le monde peut le donner en une fois, peut-être, je sais pas. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est pas prévu. Non, mais je sais pas, moi. S'il y a des personnes en difficulté, on les enverra au CCAS pour une prise en charge. En principe, ça fait il y a un décès, il y a une succession. Et c'est une fois sur 10, il y a des liquidités. Malheureusement, les gens qui n'ont pas de liquidité, ils ne vont pas acheter une place au columbarium.
Voilà. Mais on prend en compte ta demande. Je te dis, si c'est pas prévu, s'il y a des demandes, on orientera CCS. D'accord, merci. Je vais te poser une question. Oui, par le micro. Trafiquant, je trouve que ça fait pas carton. Comment ça? Oh, moi, c'est pas trafiquant. Ah non, pitié. Faudrait qu'il soit mieux, qu'il soit personnalisé. Ah, il y a tout qui s'envole. On est obligé de fixer une durée. Ouais, d'accord. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour les places. Les papiers se sont normales envolés, des Paul. cimetières. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? On passe au vote. Jean-François. Juste, il Micro, s'il te plaît. n'y avait pas d'information sur quelle est l'entreprise qui a réalisé ces travaux et combien ça a coûté en fait. Est-ce qu'on peut savoir? L'entreprise qui a réalisé ces travaux, c'est l'entreprise de l'Italien Corneau, pour un montant de 14 200 €. Voilà. Donc grosso modo, vous avez fait ce prix-là divisé par le nombre de cases. Grosso Pour modo. les années comme la fois d'avant. D'accord. En fait. Après, on a voulu prévoir une autre durée parce que ça pouvait être intéressant. Merci. Donc je vous propose de voter. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. On va laisser la parole à Michel pour la convention relative à la mise en place d'une récupération de textiles en lien avec la métropole. Vas-y Michel. La présente convention tripartite entre la commune, la métropole et la société Provence TLC a pour objet d'autoriser l'occupation du domaine public pour une activité de récupération en vue de la réutilisation ou de réemploi des textiles issus des ménages sur le territoire de la métropole ALP, en point d'apport volontaire fourni, installé et entretenu par la personne morale Provence TLC, qui sera dénommée par la suite occupant. La présente convention respecte les dispositions applicables au Code général de la propriété des personnes publiques. Les missions de l'occupant sont à assurer sur tout le domaine public, quelles que soient les difficultés d'intervention. Le lieu géographique concerné par cette convention est le lieu C, dont la commune de Rognes fait partie. Le nombre de colonnes installées sur le domaine public communal est de 4 et le nombre de points de récupération est de 3. Enfin, la redevance d'occupation du domaine public est fixée à 9,80 € par mètre carré. Dans ces points de récupération sont implantés les colonnes, sont une parking centrale où sera installée une colonne de 1 mètre carré. Avenue d'Aix et parking du cimetière seront installées 2 colonnes et une colonne installée chemin des Garrigues à proximité des services techniques. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la présente convention et d'autoriser le maire à la signer. Y a-t-il des questions? Jean-François. Juste une petite question par rapport à la convention. Les valeurs qui sont données dans la note de synthèse ne matchent pas avec les valeurs de la convention. Je voulais savoir pour quelle raison en fait. Lesquelles? C'est le prix de l'occupation des colonnes. Bon, ça se joue à plusieurs centimes, hein, donc c'est pas un gros truc. Mais il y a aussi, il y avait une histoire de 15 € la tonne de linge que vous deviez récupérer qui apparaissent pas dans la note. Alors je sais pas si comment ça. On va vérifier Régina parce que si tu veux Jean-François, la convention a été établie par la métropole. Donc s'il y a une coquille, on la corrigera. Non, c'est juste pour. Dans la convention métropole, il y a un tonnage à 15 € la tonne, effectivement. Ok, Oui, donc mais on ça- corrigera. Je pense que ça concerne autre chose. Vous sais pas. vérifierez. Vous vérifierez. Ouais, j'en ai pas parlé parce que je n'ai pas eu la Alors après, quand on regarde, quand on regarde la convention et quand on regarde la taille du cube, effectivement, il fait 1,05 m. Alors je me Oui, c'est demande pas si grand. le 9,80 du mètre carré n'est pas indexé sur le 10 € de la taille réelle de la d'emprise au sol. Non, mais je vais papinailler pour 20 centimes. À 2 centimes près, ça correspondait. Ok. Y a-t-il d'autres observations? Donc je vous propose de voter cette délibération qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Donc le point numéro 5. Ah non, le point numéro 4 d'abord. C'est la désignation d'un correspondant incendie et secours. Donc c'est moi qui vais vous faire la présentation. Donc vu tout ce qui s'est passé cette année, notamment dans la région de Bordeaux, donc il y a eu des décisions de prise au niveau national qui font suite déjà à des informations qui avaient été données dans la loi 2021-1520 du 25 novembre 2021, dite loi Natras. Les correspondants incendie et secours doivent être désignés dans chaque conseil municipal
où il n'est pas désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé de questions de sécurité civile en application de l'article 731.3 du Code de la sécurité intérieure. Donc, le décret 2022-1091 du 29 juillet 2022, publié au journal officiel du 31 juillet, crée l'article D731.14 du Code de la sécurité intérieure et vient rendre applicable cette disposition en précisant les modalités de création et d'exercice de cette fonction, qui n'ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire. Ainsi, pour le mandat en cours, il appartient au maire concerné de désigner ce correspondant parmi les adjoints conseillers municipaux. Au plus tard, d'ici le 1er novembre 2022, le maire doit ensuite communiquer le nom du correspondant au préfet et au président du CA du SDIS, donc ils nous ont envoyé deux courriers en ce sens. Je vous propose de désigner Madame Catherine Danesi, adjointe en qualité de correspondant incendie et secours. Comme elle s'occupe du PCS, ça m'a paru tout à fait logique. Y a-t-il des observations? Jean-François. Oui, par rapport à l'incendie, il y a un PRIF qui a été... C'est quoi un PRIF? Le PPRIF, là, le plan de prévention des risques incendies de forêt, qui a été prescrit en 2019. Et en fait, il fait état d'une étude qui impacte de manière importante une partie du PLU et tout ce qui concerne la constructibilité. Et il y a une étude qu'on n'a jamais vue et qui fait référence à par rapport à notre PLU, à tout ce qui pourra être construit. Il parle d'enlever environ 8 hectares, enfin 7 hectares et quelques. Est-ce qu'on pourra avoir des précisions par rapport à cette étude? Comme je vous en parle depuis environ un an, Rognes n'était pas concerné par ce décret puisque Rognes ne faisait pas partie d'un PRIF à l'époque. Là, par contre, l'État et la commune de Rognes est en négociation pour la mise en place du PRIF sur Rognes. On a une réunion, ça s'est très bien passé avec l'État, avec les services des pompiers. On a une première restitution de la conclusion de mémoire fin octobre pour qu'ils proposent les modifications qui sont liées à la mise en place de ce PRIF sur la commune. La première information que je peux vous donner, c'est que dans les zones, déjà NF1, NF2, et les zones qui vont être déterminées comme un risque réel, les possibilités d'agrandissement des constructions vont être certainement réduites à zéro, sauf, comme je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui veulent faire une piscine. Voilà ce qu'on a obtenu. Ce qu'on a obtenu également, mais j'attends confirmation officielle, c'est que pour le parc des Garrigues, il ne sera pas touché, puisque nous avons des projets bien particuliers pour la commune, et pour les administrés, et pour les enfants notamment. Donc, le secteur sera préservé et on pourra faire les travaux que nous vous présenterons quand on aura avancé sur ce dossier. Voilà. Donc ça veut dire que des 30% qui sont prévus actuellement... Je ne peux pas te dire aujourd'hui précisément, puisque je n'ai pas le rapport définitif. Non, mais d'accord. Ça risque d'être remis en question, je te le dis. Voilà. Et par rapport aux zones A urbanisées, les zones UA, pardon. Les zones UA, c'est dans le village. Non, AU. Les zones A urbanisées. Il parle, dans cette étude, il parle de 7 hectares de zones A urbanisées qui risquent d'être inconstructibles. Non, mais par rapport au prix de Rognes, on n'est pas dans des 7 hectares ou quoi que ce soit. Si, c'est marqué dans l'arrêté en fait. Oui, mais tel qu'on nous a présenté la chose, je ne pense pas qu'il y ait un gros impact sur les zones de Rognes par rapport à la typologie des forêts sur Rognes, des zones agricoles et de la zone village qui est très concentrée. Bien entendu, tout ce qui est diffus, il va y avoir des modifications fondamentales, et surtout en forêt. Voilà. Mais on aura la synthèse, la première restitution de l'analyse qu'ils ont fait fin octobre, et on reviendra en conseil municipal pour vous en parler, il n'y a aucun problème. Y a-t-il d'autres observations? C'est bon? Donc je vous propose de désigner Catherine Danesi, adjointe à qualité de correspondant incendie et secours, qui est pour unanimité. Je vous remercie. Donc comme elle vient d'être nommée, et comme Luc Clavier n'est pas là,
Elle ne va pas vous parler incendie, Non. mais elle va vous parler d'un projet dont on a parlé plusieurs fois en conseil municipal. Nous allons adhérer donc au règlement départemental d'attribution de subventions opération façade dans le cadre du nouveau dispositif aide à l'embellissement des façades et paysages de Provence du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. À toi, Catherine. Voilà, merci. Donc, hop, je Mais vais le ça micro, sera mieux. parle proche. Donc, le département propose une nouvelle aide aux communes depuis 2019, de valoriser, qui a pour but de valoriser les centres anciens et de valoriser le paysage de Provence. Donc, ce dispositif qui s'appelle Opération Façade a pour objectif d'inciter un ravalement raisonné et respectueux des caractéristiques architecturales du patrimoine bâti de nos communes et ainsi de contribuer à la pérennisation du bâti. Également de préserver et développer le savoir-faire des artisans en matière de techniques de restauration traditionnelle et de faciliter également d'encourager la réalisation des travaux d'amélioration de l'habitat dans l'ancien. Donc les conditions de ce dispositif, c'est tout d'abord de déterminer un périmètre. Donc vous avez vu sur les éléments qu'il y avait un périmètre de tracé. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, les façades éligibles, donc ce sont les façades qui donnent sur l'espace public et qui sont des immeubles privés de plus de 20 ans et qui sont situés bien entendu dans ce périmètre et qui peuvent être à l'usage de résidence principale, secondaire ou professionnelle. Donc la subvention, les personnes qui sont éligibles, donc ce sont les propriétaires physiques ou morales, sont exclus de ce dispositif les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire, les foncières immobilières, promoteurs, sociétés financières d'assurance, etc. Voilà. Donc ensuite, pour donc la subvention opération est cumulable avec toutes les autres aides de droit commun, donc ANA, caisse de retraite, crédit d'impôt, éco-prêt à taux zéro, éco-rénov du département. Cette subvention concerne les travaux donc, de réfection des enduits et des débords de toiture, d'entretien et de rénovation également des ouvrages en pierre de taille, de remplacement de nettoyage et ou de peinture des éléments constitutifs de la façade, des portes, volets, grilles, ferronneries ou garde-corps, également des travaux de zinguerie en rénovation ou en remplacement des centres d'eau gouttières et chenaux, et ils déposent des éléments parasites en façade tels que les câbles, antennes, éléments de climatisation ou anciennes enseignes. Voilà, pour la subvention, donc le calcul de la subvention, c'est 200 € TTC du mètre carré de façade ravalée. Ce montant peut être porté à 300 € TTC par mètre carré en cas de remplacement des menuiseries par des menuiseries en bois. Voilà, et le taux de subvention, c'est 50% du montant subventionnel TTC. Voilà, donc les choses importantes à retenir sur, vous avez vu les documents qui étaient annexés à la présentation de l'opération façade. Les choses importantes à retenir, c'est qu'il y a vraiment des étapes à respecter. Et les premières étapes, c'est que le projet de ravalement doit être encadré par le service urbanisme de la commune et par l'architecte conseil du CAE 13. Voilà, donc on retrouvera, je pense, tous ces éléments sur le site de la commune et également sur le site du département CAE 13 qui encadre cette opération façade. Voilà, et ensuite, et aussi après la mise au point du projet, demander les autorisations nécessaires également au service urbanisme, bien entendu. Okay. Voilà, est-ce que vous avez des questions particulières sur les documents Oui, moi j'en ai une. En fait, que veut dire la petite parenthèse donc, dans le règlement de l'opération donc c'est 50% du montant TTC des travaux subventionnables, donc 55% minimum pour pouvoir bénéficier du remboursement de 70% du conseil départemental. Oui. Donc ça veut dire que la commune finalement voilà, abonde. donc, en fait la commune, non c'est pas la commune qui abonde, c'est la commune subventionne 50% du montant du montant subventionnable déterminé dans
dans le cadre des fiches travaux qui sont établies avec le service urbanisme, les travaux qui seront retenus. Donc il faut rentrer dans le périmètre, il faut que les façades soient vues de l'espace public, il faut vraiment que ça colle dans tous les critères. Oui. La subvention, c'est 50% du montant subventionnable des travaux qui est réglé par la commune. Et ensuite, la commune, de ces 50% qu'elle aura subventionné, elle reçoit du département une subvention de 70% du montant qu'elle aura subventionné. D'accord, donc il y a un impact sur les finances de la commune. Oui, d'ailleurs, vous avez c'est estimé prévu au budget Et au 2022. budget, on en a parlé dans le On en avait parlé au moment du budget. D'accord. Et pour Il y avait le un mois montant de prévu. Oui, d'accord. Voilà. Je me rappelle pas. Il y avait au budget, il y a 20 877 Pour la première année, euros. il y a 20 000 euros, Ouais. et chaque année, la commune déterminera le montant qu'elle voudra allouer. Il y en a déjà parlé, puisqu'on a voté le budget. Oui, on a voté 20 877 au budget. Ok, très bien. Merci. Ok, y a-t-il d'autres questions? Barbara? Dans la note de synthèse, il est mentionné que le contrôle des travaux sera effectué par l'équipe opérationnelle compétente. On veut savoir. C'est le COPIL. C'est le COPIL. Oui. Je ne sais pas si c'est le COPIL. En fait, il est mentionné le COPIL en charge de vérifier l'éligibilité des demandes. Oui. Est-ce que c'est le même COPIL qui vérifiera du coup Oui, le contrôle des travaux? Oui, c'est ça. Oui. L'architecte conseil, c'est ALUE, le service urbanisme, et c'est ça. Et le COPIL, il est constitué de- monsieur le maire ou le délégué à l'urbanisme. Voilà, il y a une personne, plus l'architecte, plus le CLE, quoi. Voilà. Est-ce qu'il est possible que des membres de la minorité fassent partie? Non, c'est déjà Non. défini dans C'est déjà le défini. cadre du CALE 13. D'accord. Voilà, Ouais. c'est l'architecte conseil qui représente le département, le CALE 13 pour le département. C'est le service urbanisme pour le côté urbanisme et monsieur le maire ou l'adjoint à l'urbanisme. En fait, Barbara, c'est pas comme le pas, c'est que dès le moment où il y a un dossier, il doit répondre très précisément aux critères définis. Voilà. Donc, Daniel, à l'urbanisme, va vérifier, dans un premier lieu, va en parler à l'architecte du CAE. Donc, c'est comme un petit dossier de déclaration de travaux. C'est pas l'élu qui va dire on fait ou on ne fait pas. S'il répond au cadre et au code de l'urbanisme sur Rognes, c'est validé automatiquement. Hein, voilà. Y a-t-il d'autres observations? Et s'il n'y a pas d'autres observations, tu lis la conclusion, s'il te plaît? Quelles sont les raisons qui nous incitent à proposer au conseil municipal de prendre une délibération ci-après? Article 1 décide de mettre en place une opération d'aide aux propriétaires privés pour la rénovation des façades en centre-ville et approuve le périmètre d'intervention figurant en annexe 1. Approuve le règlement d'attribution et les recommandations architecturales et techniques qui en définissent les modalités d'intervention telles que joints en annexe 2 et 3 à la présente délibération. Sollicite le partenariat du département des Bouches-du-Rhône et l'appui technique du CALE 13 pour la conduite de cette opération et le bénéfice d'une aide départementale à hauteur de 70% des aides qui seront accordées par la commune en particulier. Autorise monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes et documents relatifs à cette opération. Donc, qui est pour? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Merci. Merci Catherine, je te repasserai la parole un moment. Oui. Donc le point 6, acquisition à titre gratuit de la parcelle 591 section AE appartenant à la société Essor Promotion qui a réalisé les 3 villas dans la descente de Versailles et qui s'appelle maintenant, Michel, Chemin des Rocailles. le chemin des Rocailles. On a repris la définition de l'ancien plan de la strate. Donc il s'avère qu'ils ont le long de la route, les poteaux de l'éclairage public ont été mis sur la parcelle de 32 mètres carrés, dont le lotisseur nous a proposé de nous la vendre, pas gratuitement, mais à l'euro symbolique, pour que ça appartienne à la mairie et qu'on puisse faire ce qu'il faut s'il y avait un problème. Donc pour moi, ça n'appelle pas d'observation particulière, je vous soumets la délibération. Pas de questions, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc, je repasse la parole à Catherine dans sa fonction principale, adjointe aux finances de la commune. Donc, c'est une constitution de provision pour dépréciation de comptes de tiers. Donc, le Trésor public nous a transmis un état de provisionnement de créances compte tenu du risque de non-recouvrement de titres de recettes émis en 2009, 2014, 2019 et 2020, dont le montant représente la somme globale de 15 002,24 €. Pour cette somme, il convient de constituer une provision.
L'essentiel des créances non recouvrées concerne le titre 198 émis en 2009 d'un montant de 13 987,64 € pour un recouvrement d'astreinte consécutive à une infraction à l'urbanisme, et les autres titres concernent des produits relatifs à la restauration scolaire. Donc il nous est demandé de procéder à la constitution d'une provision pour le montant total de 15 002,24 €. La provision constituée sera inscrite à la prochaine décision modificative du budget 2022 à l'article 68-17. Y a-t-il des questions ou observations? Donc juste pour vous préciser que cette créance, c'est sur la demande du Trésor public. Hein. Nadia. Bon, une fois n'est pas coutume, on rejette en fait ce point n'a pas été abordé dans une commission finance, une commission qu'on a déjà plusieurs fois réclamée, donc on réitère ce soir cette demande. Mais néanmoins, notre question, c'était quelle certitude avons-nous que toutes les voies de recours ont été épuisées pour récupérer ces créances non recouvrées? Je vais répondre parce que je connais l'historique de la principale situation. C'est une personne qui a une propriété chemin de Valcourt, je ne vais pas donner son nom, qui a enfreint au code de l'urbanisme à un moment donné, il y a très longtemps, et c'est dû notifier une astreinte, etc., etc. Et à la sortie, il y a eu un montant déterminé de pénalité qu'il devait verser à la mairie. Jusqu'à présent, le percepteur acceptait les règlements mensuels, parce qu'il paye tous les mois, mais des sommes dérisoires, parce qu'il n'a pas une capacité de remboursement importante, sinon il aurait déjà remboursé depuis le temps que ça dure. À une époque, il y a 4-5 ans, le percepteur de l'impôt nous avait dit essayez de le passer par perte, pure et simple. Là, il y a eu un changement au niveau de la gestion des perceptions, puisqu'on dépend d'Aix. Donc, quand ils ont fait l'étude du budget de la commune, ils se sont aperçus que cette créance courait depuis longtemps et ils veulent qu'on la provisionne. Pour moi, la commune ne perdra rien, je connais très bien les personnes, mais ils n'ont pas de capacité à verser plus que ce qu'ils versent aujourd'hui. Et au pire des cas, s'il y avait un gros problème sur la valeur de la maison, on se récupérera les 13 000 € en question. Voilà. C'est même pas une décision de la commune, c'est le nouveau percepteur d'Aix qui nous a dit même si vous êtes sûr qu'il va payer, il faut provisionner. Voilà. C'est la règle comptable voilà. pour pas qu'il y ait d'anomalie en fait, dans la transmission des éléments comptables. Juste, il me semble qu'en 2021, en octobre 2021, on avait passé la même délibération. Oui, parce qu'on comptait la passer par paire, c'est ce que je vais l'expliquer. Non, pas en 2021. Si. Non, non. On a passé une DM. Oui. On a passé une DM et je l'avais inscrit au 68, voilà. 17. Mais en fin de compte, il fallait d'abord constituer la provision. Avant, voilà. Donc là, je refais le chemin à l'envers. Ok. Et voilà. C'est la même chose. En fait. C'est les mêmes mais personnes. le percepteur d'Aix vous demande cela pour la qualité comptable. D'accord. Voilà, des comptes de la commune. Parfait. Donc il faut voter. Il faut voter. Donc qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Bon, le dernier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation de la convention d'engagement entre l'association Refuge et LPO et la commune. Donc, comme vous le savez, jusqu'à présent, on faisait des économies de lumière, mais Dominique, mais c'est bon, c'est bon. Merci Dominique. Ça va bien arriver, c'est pas grave. On n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près, mais je pense que tous les gestes quotidiens vont compter à côté de maintenant et même d'avant. Hein, voilà. Donc, pour la convention, donc, la FO nous demande de la re-signer, bien entendu on va la re-signer. Je vous reprécise que les sites concernés sont le stade à proximité du collège, c'est-à-dire à la Javi, le jardin du CCS et le Défend. Voilà. Donc c'est une convention qu'on va re-signer avec la FPO. Dès le moment où on a une subvention signée avec eux, c'est eux qui nous proposent des investissements à faire. Donc Gérard, il faut marquer à l'heure qu'il arrive. Ça va, tu es venu, je t'avais annoncé que tu venais. Donc c'est bien. Tu arrives juste à la fin du conseil, mais bon, c'est pas grave. Tu auras les questions. Donc ce que je vous propose, c'est de renouveler une convention avec la LPO. Et dans cette convention, c'est Eti qui est à la gestion. En fonction de, si vous voulez, ce qu'on va demander à la LPO, on aura de la facturation au fur et à mesure qu'on prévoira dans le budget. Voilà.
Pour l'instant, ça se passe très bien. On est référencé. Je ne sais pas si vous êtes allé sur le site Facebook de la LPO ou sur leur site internet. L'année dernière, ils nous ont fait une belle image de la commune. Ils ont participé à la fête du printemps aussi de mémoire en accompagnant des administrés de Rognes sur le défend pour expliquer le rôle de la LPO. Donc, on est parti là-dedans, on continue là-dedans, c'est la protection de la nature, etc. Ça nous convient très bien. Pas de questions, on vote? Juste une petite. Vas-y. Sur la convention, il y a précisé qu'ils doivent nous faire une étude d'impact et que la commune s'engage à payer une étude, mais on a une idée du prix. Ce sera en fonction de ce qu'ils vont faire. Jusqu'à présent, on a dû payer environ 1400 € de mémoire. Je vais te donner le détail, mais c'était dans le budget. Ah, elle est là. Donc on a payé un diagnostic patrimonial et inventaire naturaliste initiaux 4 demi-journées sur site pour 1200 €. Et on a payé un renouvellement au réseau des refuges LPO. C'est pour la labellisation de la commune pour 250 €. Voilà. Et il y a d'autres choses prévues et d'autres choses en fonction de ce que ETI et la LPO mettront en place. Et vous retrouverez les montants dans les lignes budgétaires qu'on votera quand il y aura des opérations. Mais c'est quoi qui est prévu en fait, si vous savez? Mais je ne sais pas, ETI n'est pas là dans le détail, je ne sais pas. Il y a eu plusieurs phases. Et bon, c'est ETI qui mène le projet. La prochaine fois, elle pourra répondre à une question orale si vous voulez la poser pour avoir plus de précision. D'accord. Passe au vote, qui est pour? Moi je veux savoir, c'est tous les sites qui sont concernés par cette... J'ai cité les 3 sites concernés. La Javie, le Delay et le jardin du CCRS. Voilà. Le Devin ou le Défense, c'est pareil. Voilà. Ok, donc qui est pour? Bienvenue, je vous remercie. Tenez, donc on va pouvoir passer aux réponses aux questions orales. Oui. Moi, Jean-François, je voulais juste faire un tout petit retour en arrière, parce qu'on est passé trop vite, à propos des ombrières photovoltaïques dont on a parlé. Non, c'est pas l'ordre du jour, je suis désolé. Non, mais si, parce qu'elle a fait un... Non, tu poseras une question. Attends, il y a 6 questions que vous avez posées. Il y en a 3 de revenir ensemble. Ouais. Si vous avez la question, vous la posez, ce que ça vous permet. C'était un Je point ne veux qu'on a pas abordé. de débat qui ne soit pas prévu Oui, mais... pour ne pas dire des bêtises. Voilà, d'accord? Donc, non, on passe aux questions. Donc, c'est vous qui avez la main sur les questions. Bon, mais merci pour l'ouverture. J'apprécie et je crois que tout est dit. C'est le respect du règlement intérieur. Mais c'est une question qu'on a abordée tout à l'heure, voyons. Enfin, Mais il fallait continuer tout à l'heure, je suis désolé, le vote est plus là. Oui, mais on est passé très vite. Stop, s'il te plaît. Non, mais j'arrête, mais enfin... Alors, vos questions, qui commence? C'est ridicule. Rogne ensemble. Allez, rogne ensemble. Non, c'est pas Rogne ensemble, c'est par ordre d'arrivée. C'est Jean-François Verrier et Aurélie qui posent les 6 questions. Alors, allons-y. Je fais toujours comme ça, je ne vais pas changer. Voilà, tout à fait. Parlez au micro. On parle au micro. Oui. Oui, chef. Non, parce qu'on oublie qu'on n'a pas après sur la retransmission. Alors, première question. En ce qui concerne notre forage d'eau, un arrêté préfectoral a prescrit il y a quelques années des mesures liées au fait qu'il ne serait probablement plus possible de continuer à y pomper nos 300 000 m3 annuels d'ici 2025. Compte tenu de l'augmentation importante du nombre de logements sur la commune ces dernières années, des futurs projets immobiliers prévus et des sécheresses récurrentes, pouvez-vous nous dire quelles sont les prévisions réactualisées de pompage du forage pour les années à venir et quelles mesures ont été prises pour satisfaire l'arrêté préfectoral? Alors, pour répondre à ta question, j'ai fait un peu un historique en contactant une personne qui connaît un petit peu ce domaine-là. Donc, le débit actuel de notre pompe, c'est 70 m3 par heure. La pompe se situe à moins 470 mètres. Et la nappe phréatique, si j'écoute la personne qui m'a répondu, il y a entre 7 et 10 ans, pouvait permettre aux administrés de Rognes, plus ceux de la BEX, d'être alimentés à l'eau. Donc ça veut dire que nous avons la chance d'avoir une nappe phréatique très importante. Quel est l'impact de la sécheresse? Je ne la connais pas. Pour votre information sur la commune de Rognes, il n'y a pas eu de problème de pompe
d'eau, sauf une personne, mais je pense que c'est un problème technique, elle va se rattacher à l'eau de ville, ce sera réglé, hein, à l'assainissement. Donc, pour moi, on va demander, si vous voulez, et oui, il y a un truc important, c'est que la personne m'a dit qu'un jour, la pompe avait tourné 24 heures, sans discontinuité et sans incident. Hein. Donc, le contact va être pris à la métropole parce que la préfecture, et notamment ce matin, le sous-préfet nous a parlé également, bien évidemment, des problèmes de sécheresse, qu'ils soient au niveau, ou surtout en amont, au niveau du barrage de Serponçon. Donc, l'État va vérifier tous ces points-là, et nous allons interroger nos correspondants en métropole pour savoir s'ils envisagent de faire une étude un peu plus précise de la nappe, où elle en est, etc. Vu la personne que je connais très bien et qui m'a donné ces renseignements, je ne suis pas inquiet. Mais la métropole va nous dire, à travers le contrat de Suez, d'autres éléments que je n'ai pas aujourd'hui pour vous donner. Deuxième question. Alors, je vais la poser. Donc, des Rhôniens s'inquiètent d'une possible décision en 2024 du Conseil départemental concernant la réalisation des déviations de contournement du village. Avez-vous des précisions sur le sujet? Est-ce que c'est un sujet? Des démarches ou des échanges avec le Conseil départemental ou d'autres instances décisionnelles sont-ils en cours en ce moment et à ce sujet? Donc je vais rappeler ce que j'ai déjà dit plusieurs fois au Conseil municipal. Les Rhôniens s'inquiètent, je pense que c'est les 40% qui ne veulent pas la déviation. Bah oui. Et de l'autre côté, il y a 60% qui la veulent. C'était le sondage qu'on avait fait pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque. Donc, quand ce sondage a été fait, nous avons prévenu au Conseil départemental que nous maintenions le tracé de la déviation. Des dessertes plutôt. Voilà. Je vous ai précisé il n'y a pas très longtemps que dans le cadre du PMUI, j'ai reconfirmé au département que l'emplacement soit maintenu. Donc, la municipalité en place va aller dans le sens du vote des administrés et respecter la majorité qui en est sortie. J'ai un rendez-vous, et pour votre précision, le schéma directeur du conseil départemental s'arrête en 2024. Jusqu'en 2024, on ne peut rien faire. Le tout, c'est de savoir si le conseil départemental va inscrire ce projet-là dans 2024-2034, s'ils repartent sur 10 ans. Voilà. Donc ça, j'ai une personne du conseil départemental qui a pris contact avec moi la semaine dernière. On a un rendez-vous également en octobre pour me parler, c'est que je ne l'ai pas eu au téléphone, de tout ce qui concerne les routes dans la commune. Bien entendu, j'aborderai le problème de l'inscription de la déviation dans le schéma directeur du département. Voilà. Et Jean-François, pour mémoire, le référendum, il date de quand? Ah ben, il faut retrouver dans les archives, j'ai pas ça de souvenir. 2015. 2015. D'accord. Peut-être plus tard. Ça peut être plus tard. Hein. Bon, peu importe. Il a été fait, il a été incontestable, il y a eu 700 Rhôniens de mémoire qui ont voté. Voilà. Après, si vous voulez le détail, vous le retrouvez dans l'histoire. Okay. Donc, on attend la décision du département pour l'inscription, oui ou non, en 2024. Et Jean-François Cornu, maire élu de ce mandat, va maintenir la décision d'ouvrir le chantier. Et déposé dans le schéma directeur. 5 ans, on attend toujours et pourtant tout était acquis. Troisième question. Alors, il semblerait que la maison et ses jardins près du lavoir de Fontvieille, je n'ai pas voulu la nommer, à l'entrée du village, soient en vente. Si tel est le cas, est-ce que l'établissement public foncier PACA va préempter cet espace et un nouveau projet immobilier avec logements sociaux est-il prévu à cet endroit? Pourrait-on avoir un débat afin de déterminer l'avenir de cet espace, si c'est nécessaire? Alors pour l'instant, il n'y a pas de débat, parce que la propriété n'est pas en vente, il y a une succession en cours. On a rencontré, Daniel et moi, des personnes qui sont venues sans l'autorisation de la famille, ou d'autres personnes qui sont venues avec une partie de la famille, pour nous dire qu'ils envisageaient certainement la vente, mais ce n'est pas acquis aujourd'hui.
C'est un terrain qui est situé en zone U, donc il est susceptible d'avoir des logements, dont 30% de logements sociaux, si ça dépasse 12 logements. Et pour l'instant, je n'ai aucune information, je ne sais pas s'ils vont vendre, à quel prix, etc. Je pense que, par rapport à l'emplacement, à un moment donné, la commune se positionnera à travers le PFACAM ou à travers la commune en direct, en fonction de la vente qui est faite, parce qu'il y a deux parcelles, il y a une parcelle haute et une parcelle basse. Voilà. Et la parcelle basse nous intéresse pour éventuellement des parkings. Voilà. Et pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, j'ai pas de truc. Quatrième question. Alors, quatrième question. Vous annoncez la deuxième tranche des travaux de vidéosurveillance. Quels sont plus précisément les objectifs de cette surveillance? Est-ce pour la protection des bâtiments, les installations publiques, la constatation des infractions aux règles de circulation, la prévention des vols, cambriolages, trafic, etc. Quelles sont et seront les zones couvertes? Les jardins partagés sont régulièrement visités, seront-ils surveillés? Nous souhaitons qu'une information documentée soit portée à la connaissance des membres du Conseil afin d'appréhender l'analyse en matière de sécurité publique, les objectifs visés par cette vidéosurveillance et le zonage et les implantations des caméras. Alors, je reformule ce que je vous ai dit plusieurs fois en conseil municipal, que le diagnostic a été fait par le général Ronan Lefloc, commandant de groupement de gendarmerie départemental des Bouches-du-Rhône, qui a signé le document. Ça a été fait, ils nous ont fait des propositions en juin 2019, où placer les caméras. Donc à partir de là, nous avons commencé l'implantation d'ici la fin de l'année de 11 caméras supplémentaires, place de la carte coopérative, 10 avenue d'Aix, au rond-point de l'hostellerie, au lotissement des Fontanilles, à l'allée des Pins, etc., près des écoles, etc. Donc là, il y en a 11 qui sont prévus. 13, pardon. 11 ou 13. 11 sont prévus en 2022. Voilà. Et il y en aura 4 autres qui sont prévus en 2023, à l'intersection route Saint-Canal Lambès, au 54 chemin des Garrigues et au 51 chemin des Garrigues. En fait, l'objectif, c'était de couvrir les entrées et sorties du village, on en a déjà parlé. Voilà. Donc après, par rapport à la question, quel aménagement Non, c'est simplement d'avoir un débat au sein du Conseil. Les objectifs de cette surveillance, c'est principalement pour nos administrés, les personnes, que vous ne citez pas dans les trois. La protection des bâtiments, l'installation publique. C'est sûr que si le gars il voit une caméra, il risque de ne pas rentrer dans la mairie. Oui, voilà. C'est pas ça. Non, laisse-moi finir. Les infractions aux règles de circulation, on les utilise déjà, les 10 que nous avons et qui fonctionnent très bien. Pas plus tard que dernièrement, il y a eu un accident sur le passage clouté devant la police municipale. Mais tout est réglé. On nous a cassé la semaine dernière le panneau qui est quand on descend Trans-la-Roque. On a les coordonnées du camion, on a contacté l'entreprise. Donc elles sont effectives. Quand il y a eu, mais c'est plus vieux, une tentative de cambriolage au tabac, on avait vu le véhicule très loin, donc ça sert. Voilà pourquoi ça sert. Hein. On ne va pas refaire le film, ça sert à ça. Allez, on passe à la question numéro 5. Ok. Bon, je m'en suis aperçu. À mon avis, tu es passé à côté de la question, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, j'ai dit le nombre, si on commençait. J'ai dit qu'il y a un rapport qui sera à votre disposition. Ah, tu l'as pas dit ça? Si le rapport existe, vous pourrez le consulter, d'accord? Mais ce rapport, il est terminé. Vous n'allez pas dire, il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire là. C'est le commandant de la gendarmerie. Dans l'ordre des choses, on aurait dû commencer par ça avant de lancer le truc. Si tu avais été élu, tu aurais commencé par ce que tu voulais. Moi, j'ai commencé par la priorité. Si tu avais été élu majoritairement, excusez-moi. Moi, j'ai commencé à travailler avec Jacques, avec Patrice l'APM. Non, mais ce que tu comprends pas, Jeff, c'est qu'il y a une délibération qui est demandée par la loi par rapport à toute la vidéosurveillance. Eh bien, on la mettra en place quand ce sera effectif. Mais tu la mets en place après, pas avant. Non, mais c'est un coup, d'accord? Oui. On la mettra en place, c'est des nouvelles dispositions. J'ai bien compris. Allez, la question d'après. C'est vrai que ça s'est mis en place avant. Alors, 5e question.
Nous avons pu constater la réalisation d'aménagements dans l'ancienne maison du patrimoine destinée à accueillir un tiers-lieu. Quel est le projet retenu dans le cadre de l'appel à projet de décembre 2021? Quels aménagements ont été réalisés et combien ont-ils coûté? Ça c'est pour Jacques. Alors ça c'est pour moi. Alors d'abord je vous salue et je vous prie de m'excuser pour mon arrivée tardive. Je voulais juste apporter une petite précision. Il y a une différenciation entre un tiers-lieu et un espace de coworking. Un espace de coworking est un des éléments potentiels d'un tiers-lieu. Donc là, l'objet, c'est la volonté à valider de la mise en place d'un espace de coworking a priori dans le bâtiment que tu viens de citer. Alors, ce sujet a été d'ailleurs le sujet principal de notre commission communication qui s'est tenue hier soir, où d'ailleurs un certain nombre de membres sont autour de la table ce soir également. Alors nous, est-ce que quelqu'un de... Oui, Émilie est membre depuis la première commission, et elle a été invitée, mais elle n'a pas daigné répondre, elle n'était pas présente hier soir. En fait, ce qui serait bien, c'est qu'on reçoive tous l'invitation, comme ça on pourrait... Communiquer entre vous. Non, mais... Il y a une commission. Oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison. Il y a une commission avec des membres. L'invitation est invitée aux membres de la commission. On charge aux membres en fonction de relayer l'invitation éventuellement à leurs collègues. Bon, ok, certes. Donc, je ne vais pas refaire dans le détail la discussion et les échanges que nous avons tenus hier. Je vais essayer d'être très précis. De même, je ne vais pas revenir sur le bien fondé tel que nous l'avons ressenti, y compris l'ensemble des membres de cette commission, sur, en effet, la mise en place potentielle d'un espace de coworking sur notre commune. J'avais déjà abordé, je crois, et de mémoire, ce sujet lors d'un On est complètement d'accord avec ça, c'était même une de mesures de notre programme, donc voilà, on est d'accord. Où nous en sommes suite à cet appel à projet que nous avons largement dispensé au travers de différents moyens médiatiques et de communication, nous avons, il faut être franc, reçu très peu de retours, deux retours très différents au niveau de la nature de ces retours, relativement équivalents d'ailleurs, ou équivalentes ces natures par rapport aux quelques personnes ou entités que nous avions rencontrées en amont de cet appel à projet, lorsqu'on était dans une phase, je dirais, de communication de bouche à oreille. Alors, deux types d'entités qui nous ont approchés. Une entité, je dirais, entreprise professionnelle déjà en charge d'espaces de coworking dans les Bouches-du-Rhône. Et puis, un entrepreneur, un particulier qui souhaitait, intéressé par ce sujet, éventuellement investir et créer cet espace de coworking. Il y a un point commun dans ces deux approches, et ces deux entités pourtant différentes d'un point de vue dimensionnel, c'est qu'ils sont venus nous rencontrer sans avoir aucune notion ou sans avoir fait je dirais même pas une préétude, d'étude de marché pour savoir si en effet il y avait réellement un potentiel, le nombre éventuellement d'administrés qui pourraient devenir potentiellement des coworkers. Et donc ils s'attendaient à ce qu'on leur apporte nous-mêmes, municipalité, cette étude-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je rappelle ce que j'avais déjà dit, ce projet avait été né dès le début de cette mandature, au travers de discussions avec des administrés, des concitoyens de Rognes, éventuellement d'autres villages avoisinants, ou d'autres villes avoisinantes, qui avaient émis le souhait que l'on puisse avoir un espace de coworking sur la commune. Je ne rentre pas plus en détail. Donc, aujourd'hui, on n'a pas pu aboutir au travers de cette discussion, soit parce que les gens, en particulier les entrepreneurs qui ont déjà des espaces de coworking, sont possesseurs d'espaces de coworking de 200-250 mètres carrés, ce qui n'est pas le cas de l'espace communal ou du bâtiment communal qu'on pourrait mettre à disposition sous forme locative, qui fait à peu près 100 mètres carrés. Donc leur volonté, c'est d'avoir une rentabilité immédiate. Ça veut dire un espace très important et bien évidemment un potentiel important de coworkers au niveau de Rognes, voire des villes avoisinantes. Ça, on ne peut pas le garantir aujourd'hui, on n'a pas fait cette étude.
Et puis ensuite, il y avait aussi pour les entrepreneurs, je dirais entre guillemets individuels, il y a un manque de financier, il y a un manque de possibilités financières évidentes, ce qui fait que les discussions n'ont pas abouti. Alors, aujourd'hui, et ça a été donc la décision que nous avons finalisée à l'issue de cette commission hier soir, c'est que rien n'est moins sûr que l'on puisse avoir de nouveau des demandes de ce type-là, sauf que M. le maire me disait pas plus tard qu'hier qu'au travers d'une discussion informelle, il avait ressenti éventuellement un intérêt d'un administré de Rognes pour éventuellement s'investir dans ce cadre-là. J'en accepte l'augure, mais encore une fois, l'expérience montre que rien n'est moins sûr. Donc l'idée, c'est que sans coût pour la commune, c'est-à-dire en interne de la commission, c'est qu'on fasse, autant que faire se peut, cette préétude. C'est-à-dire que ce que l'on envisage, ce qu'on propose de faire, je le soumets d'ailleurs à votre approbation à l'instant, même si ce n'est pas une délibération officielle, c'est que on établisse un questionnaire relativement succinct, on va dire entre 15 et 20 questions, sous forme de consultation citoyenne, que l'on postera sur Intramuros, ce qui permettra de toucher, je dirais, nos concitoyens rogniens, mais également ceux des communes avoisinantes, et puis au travers probablement du site de la mairie, et pourquoi pas au travers aussi d'une enquête papier sur la prochaine édition de la fenêtre du Foussa, afin que d'ici la fin de l'année, on puisse valider autant que faire se peut un potentiel et qu'on puisse en effet valider le fait qu'il y a un réel besoin et que ça nécessite et que ça peut permettre de justifier un certain investissement. Pour nous, au niveau, et après je laisserai la parole à Michel sur l'investissement à ce jour et celui que l'on avait programmé et qu'on vous avait d'ailleurs présenté lors d'un précédent conseil municipal. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, en fonction des résultats de cette préétude interne, soit on aura l'opportunité et la chance d'avoir d'autres entrepreneurs potentiels qui seront intéressés, soit, et ça c'est le point nouveau, c'est qu'on pourrait peut-être envisager un coworking municipal. Alors, moi j'ai mené une petite enquête, je ne sais pas si tu l'as fait Jean-François, moi j'ai mené une petite enquête simplement sur Internet pour savoir d'abord si c'était quelque chose de répandu. Bon, j'ai très rapidement à valider, mais au moins trouvé à peu près 250 communes en France qui sont déjà dotées d'un espace de coworking municipal. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que dans ce cadre-là, eh bien, c'est la municipalité qui est en charge de cet espace de coworking. Ça ne nécessite pas obligatoirement de mettre en disposition, si j'ose dire, pour la gestion, pour la réception des coworkers, un agent. Il y a beaucoup maintenant d'espaces de coworking municipaux qui fonctionnent même 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, avec un système automatique de badgeage qui permet aussi de préciser l'heure de rentrée du coworker, son heure de sortie, et de pouvoir donc facturer à l'heure, ou à la journée, ou à la semaine, ou au mois, en fonction du besoin. Donc l'espace passé, voilà. Et puis au-delà de ça, ça permet également, que ce soit municipal ou pas, de générer une dynamique économique au niveau de la municipalité. Ça permet peut-être à des jeunes entrepreneurs, jeunes ou pas jeunes, mais de nouveaux entrepreneurs, de créer leur entreprise au sein de la commune, de développer donc cette activité industrielle, plutôt du tertiaire. Ça permet de resserrer les liens, ça permet le partage du travail et du télétravail. Et puis, je finirai par cet aspect-là, ça s'avérait d'autant plus intéressant, malheureusement, de par la crise sanitaire que nous avons connue, en espérant que, sous une forme différente, elle ne se reproduise pas. Et puis aujourd'hui, on est aussi confronté au coût de la mobilité. C'est-à-dire que de plus en plus, les salariés comme les entreprises favorisent le télétravail. Je pense que Jean-François, tu peux le valider d'autant plus, pour justement réduire les coûts. Donc tout ceci nous semble faire sens, encore faut-il qu'on puisse justifier du besoin et du potentiel.
Donc c'est les deux axes que nous sommes donnés, qui ont été validés par l'ensemble des membres qui étaient présents à la commission hier, avec donc la volonté de finaliser cette préétude dont on vous fera mention quant à ces résultats. Et à ce moment-là, on décidera, soit on aura eu la chance d'avoir des entrepreneurs potentiels qui voudront investir. Si ce n'est pas le cas, il faudra se poser la question si on met en place en effet un coworking municipal. Ben, c'est excellente initiative. Franchement, c'est très bien. Merci Jacques et merci ceux qui contribuent à la communication. Donc à suivre. Je vais répondre à la deuxième partie de la question sur les frais engagés. Donc on a changé la porte d'entrée et mise en conformité PMR de la porte par la même occasion, 920 € avec subvention à date. Mise en conformité PMR des WC, reprise carrelage, 750 €. Création de salle de réunion, abattage d'une cloison, reprise des murs, reprise de la dalle pour une remise à niveau, bloc, porte, peinture pour 1700 €. Un achat d'une rampe amovible pour 1476 € en conformité PMR avec une subvention à date. Changement de vide cassé, 332 €. Il reste à faire des peintures des portes, du poste de carrelage, du poste de plainte et une poignée à changer. Je remercie Dine qui a communiqué ces éléments à Michel pour répondre précisément à votre question. On passe à la dernière question. Clim, c'est prévu ou pas? La DST. Oui. Hein? La DST. C'est la DST qui m'a fait passer ça. Non, pas l'IN, clim. La clim, elle est prévue, la clim. Elle est déjà. Bon, on la modifiera si nécessaire en fonction de l'aménagement du locaux. Sixième question. Sixième et dernière question, tu voulais la poser. S'agissant de l'augmentation attendue de la facture d'électricité de la commune, quelles sont les dernières évolutions concernant le contrat négocié à l'échelle intercommunale? Est-ce qu'il y a une date de mise en application et quels sont les impacts prévisionnels sur le budget de notre commune? Et d'autre part, quelles sont les mesures envisagées pour limiter notre consommation? Et j'ai envie de poursuivre en disant et pour autoproduire notre propre électricité. C'est pas écrit. Ouais, mais ça va dans le sens. Alors, pas plus tard que ce matin, j'étais avec le sous-préfet d'Aix-en-Provence pour une réunion sur les nerfs, qui nous a confirmé que le SMED travaille pour les communes. Et lors de notre dernier conseil municipal, nous avons voté l'adhésion au SMED. Donc, je n'ai pas plus de précision. Je sais qu'ils ont déjà des réponses sur un premier marché de mémoire, vous me corrigez, régional. Ouais. Ils ont deux entreprises, dont Total, la deuxième je ne me rappelle pas, qui a fait des propositions SMED. Et le deuxième marché est Gaz de Bordeaux pour la première. Et le deuxième marché est infructueux pour l'instant et ils vont relancer. Donc au moment où on parle, je n'ai pas de précision à vous donner concernant les décisions et surtout ce que le SMED va obtenir. Par contre, quand on entend le gouvernement, permettez-moi politiquement de ne pas être satisfait. On te permet. Parce qu'au début, on multipliait par 4. Maintenant, on multiplie par 15. Maintenant, on va aider les communes de moins de 2000 habitants. On va aider les communes qui ont une épargne brute, etc., de moins de 20% des recettes, etc. C'est de la technocratie, point à la ligne. Pas plus tard que ce matin, au 1er janvier 2023, 1er janvier 2022, plutôt en mars 2022, on a reçu les premières facturations. Et je vous avais prévenu que les factures de novembre à mars 2021 avaient été multipliées par 4 pour revenir. D'accord? Bah ouais. Et c'est pas la guerre de l'Ukraine, contrairement à ce que le gouvernement dit. C'est le 1er janvier qu'il y a eu l'augmentation. Donc tout ce que le gouvernement dit aujourd'hui, excusez-moi, je suis élu de la République, je représente donc, et je fais ce qu'on me demande, mais là, j'ai aucune réponse précise puisque le gouvernement n'en a pas. D'accord? Donc je ne vais pas m'avancer sur des trucs. Ce qui est certain pour revenir, c'est que Catherine va suivre point par point toutes les dépenses énergétiques, on ne va pas en parler ce soir. On va attendre la facturation qui va nous arriver d'ici la fin de l'année. Il y aura une délibération modificative pour le budget. Et ce que je peux vous dire, c'est que le budget de la commune, je vous avais dit que j'étais très inquiet
Quand on a voté le budget pour la première fois à l'unanimité. Et il sera déficitaire, la section fonctionnement. Mais, tant qu'on n'a pas d'exemple de chiffres précis, je ne vous les donne pas. La commune a anticipé un petit peu, puisque nous sommes passés en LED sur l'éclairage public. On a fait quoi, les 80%, Michel, à peu près 60-70% qui sont passés. On a testé, là, depuis quelques jours, une baisse d'intensité à partir de 23h le soir. On baisse à 50% à 23h et à 30% à 0h. Voilà. Et il y a 9 chances sur 10. Et on a fermé l'éclairage du covoiturage. Ok. L'éclairage de quoi? Attendez. Une partie de covoiturage. D'accord. Et attendez. Et il y a 99 chances sur 100 qu'on renouvelle l'opération qu'on avait fait pendant le premier mandat, de tout éteindre la nuit. On va déterminer de quelle heure à quelle heure on le fait. Voilà. Ouais, je vous signale que j'ai des maires quand ça a été fait. D'accord? Et tu as c'est quelque chose que j'ai déjà validé. Voilà. Donc je vous dis rien d'autre. Pour l'instant, on va attendre les. Non, c'est fini la question. Non, mais... Il y a 3 autres questions. Non, mais quid de la production par la commune? Enfin, il n'y a pas de polémique dans ce que je dis, Jean-François. Je dis, je lance l'idée. C'est pas écrit dans la question. Oui, mais c'était pas la délibération de... Non, mais je réponds très rapidement. Vous avez vu que dans les 2 projets en cours, il y a 2 ombrières, d'accord? D'accord, mais justement, voilà. Il y aura très certainement dans les années à venir des bâtiments comme le gymnase qui vont recevoir du photovoltaïque en haut. On va faire ce qu'il faut faire. Mais on ne peut pas le réaliser en 48 heures. D'accord. Voilà. Bravo. Très bien, voilà. Il n'y a pas besoin de... Non, mais on dort pas, on dort pas. C'est bien, c'est bien. Vous avez vu que tous les points ont été présentés par le messager. On dort pas. Allez, on continue avec Rhône Ensemble. Alors, avant de passer la question à Rhône Ensemble, comme j'avais fait la réflexion, qui vous parlait, les questions doivent intervenir 2 jours avant, 18h30. Je les ai reçus à 23h10, je ne dormais pas, et je les ai découverts. Donc, j'ai pu les préparer le soir tranquillement. Je ferme la parenthèse. À vous pour les questions. Commencez par celle que vous voulez. Alors, j'ai une question. Donc, notre attention a été attirée sur l'absence d'indication d'un régime de priorité aux sorties de l'opération Pied Fouquet sur le chemin de la Coulade. Dans l'état actuel, sans marquage au sol ni signalisation routière en place, les véhicules sortant de cette résidence privée s'octroient un régime de priorité sur les usagers descendant de la Coulade. S'agissant d'une voie privée, ces agissements sont non conformes aux règles de priorité et à fort risque accidentogène. Avez-vous prévu de mettre en place une signalisation adaptée si oui, à quelle échéance? Merci. Alors cette question, elle me surprend. Je vais te poser une question. Est-ce qu'à la sortie du lotissement où tu habites, il y a une matérialisation de quoi que ce soit? Oui. À quel endroit? Devant chez moi. Non, c'est la balise de l'allée des Pins. À la sortie du lotissement, c'est-à-dire la sortie où il y a, comment ça s'appelle, les autres qui arrivent là. Il n'y a rien. Et j'ai fait le tour des lotissements. Il n'y a rien là, il n'y a rien à Trévarès, il n'y a rien à l'espace Questinel en haut là. Il n'y a rien de partout. Nous, on fait la priorité à droite. Voilà. Non, c'est que quand tu sors de lotissement, tu n'as pas priorité. C'est tout. C'est tout. Donc Patrice, Carmen, j'ai fait vérifier par Patrice qui m'a confirmé ça. Hein, voilà. Deuxième question. En tout cas, il est beau le chemin. Hein? Il est beau. Quel chemin? De la Coulade. Oui. Mais on tient nos engagements. Ben, on a fait, puisque tu parles de chemin, on a fait à la Javie là-bas, pour aller au hameau de la Javie. On va faire le chemin de Saunier. Oui, mais là, c'est de l'enrobé carrément. Non, mais attends, je te dis ce qu'on va faire. On compte faire tout le chemin de la Javie, Saunier. Mais un propriétaire s'oppose, parce que le chemin, il est plus large que l'emprise de la commune. Donc j'ai décidé, je ne cite pas le propriétaire, mais vous savez qui c'est, de commencer les travaux après sa propriété. Voilà. Et si quelqu'un se plaît, vous pourrez dire, le propriétaire met de l'embrouille à la mairie. Et ce propriétaire-là, il met des tas de terre depuis 1 an. Voilà, je ferme la parenthèse. Voilà, l'arroseur arrosé.
Donc je ne veux pas rentrer en litige juridique. Deuxième question. Les parents usagers de la crèche ont pu constater le jour de la rentrée le mauvais état de l'établissement, notamment au niveau des sols extérieurs de la section des moyens. Il nous paraît difficilement concevable que la commune puisse mettre les installations dans un tel état de dégradation à la disposition de jeunes enfants qui sont encore en apprentissage de marche. Cette situation n'est pas en rapport avec les attentes des parents, à plus forte raison si l'on considère le coût de la crèche pour les familles. Des travaux de rénovation et de réparation sont prévus en octobre. Est-ce que cette échéance sera tenue? Par ailleurs, nous avons eu connaissance de plusieurs parents ne pouvant inscrire leur nouveau-né à la crèche du fait d'un nombre restreint de places. L'accroissement démographique constaté sur la commune ces dernières années, qui est appelé à se poursuivre, nous amène à nous interroger sur la dimension des besoins en matière scolaire et d'accueil collectif de la petite enfance. Comment envisagez-vous d'augmenter cette capacité d'accueil? Une extension de la crèche est-elle prévue et à quelle échéance? Merci. Mais c'est Marie-Line qui va répondre parce que cette question nous a fortement surpris. Parce qu'on a communiqué très fortement avec les responsables de la crèche, la directrice de la crèche, et Marie-Line va t'apporter des précisions. Oui, mais ça n'a pas été communiqué auprès des parents. Ah oui, si les parents, c'est oui. Est-ce qu'il y a des parents de l'ARP qui viennent pour la crèche? Je n'ai jamais vu. Je ne parle pas de l'ARP, je parle de la crèche. Elle va tout reformuler. Je vais répondre, mais c'est vrai que j'ai eu Madame Akbar au téléphone, voilà, qui m'a dit que les parents étaient parfaitement au courant, avertis du calendrier des travaux. Moi, c'est pas vrai. Si tu permets, elle va te répondre. Je vais répondre aux deux questions, parce qu'il y a deux questions. Il y a la question du jardin et il y a la question de la liste d'attente. Alors, en fait, avec l'IFAC et les services techniques, nous nous étions déjà réunis au mois d'avril, pas uniquement pour ça, mais il y avait parmi les sujets le problème du jardin, des moyens de la crèche. Et à cette époque, en fait, il y avait deux problèmes. Il y avait le sol et l'arbre à baies. Parce que l'arbre à baies, il fait des petites baies noires qui tombent par terre et les enfants, bien évidemment, ça les amuse, ils jouent avec, ils les mangent, enfin, etc. Bon. Et donc, on a parlé beaucoup là-dessus. Alors, en ce qui concerne l'arbre à baies, la mairie s'est opposée à la coupe de l'arbre. Parce que l'IFAC, donc ceux qui ont l'association qui a la TSP, voulait carrément couper l'arbre. C'était quand même un peu, enfin, pas du tout dans l'air du temps, on va dire. Et en plus, cet arbre, il fait de l'ombre dans ce jardin. Donc, nous, on s'est opposés. Et donc, on a réussi à négocier qu'en fait, finalement, il s'occupe de la taille de cet arbre. Pour éviter que, disons, je crois qu'il y avait la solution, si on coupait certaines branches, l'arbre, il produirait plus de baies ou un truc comme ça. Bon, c'est eux qui prennent ça en charge, hein, donc c'est avec l'IFAC qu'il faut voir. Alors, en ce qui concerne le terrain, alors, c'est vrai que quand on regarde la photo, ça fait franchement, ça fait un peu pitoyable, on est bien d'accord. Mais la canicule est passée là-dessus, et c'est évident que la pelouse, elle est cramée. Bon. Alors, déjà au mois d'avril, il a été proposé de remettre en herbe les zones dégradées. Alors, il faut savoir que les semis, c'est ou au printemps ou en automne, et que pendant un mois, après les semis, on ne peut plus marcher dessus, et donc il faut que les enfants restent à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que l'IFAC et Madame Akpa ont décidé d'attendre l'automne pour effectivement les semis et remettre de l'herbe sur les zones dégradées. Ce que je voudrais préciser, c'est qu'on avait aussi évoqué les pelouses artificielles, le gazon, etc. Ça, je crois qu'il faut abandonner l'idée. Il y a peut-être quelques crèches qui en ont. L'IFAC m'a dit que oui. Mais en fait, ça va être interdit, hein, je veux dire, parce que c'est très allergisant. Ouais. Peut-être, je ne sais pas, cancérigène, enfin bon. Ah oui, complètement. Et ça, c'est sûr que, bon, donc ça, c'est pas la peine pour oublier. Et alors, pour les sols souples, ils doivent remplacer toute la partie bétonnée. Donc là, les chiffrages sont réalisés. On attend pour octobre le retour du département pour les demandes de subventions, et donc des sols souples sont prévus pour couvrir les zones bétonnées de la cour des moyens. Alors là, il y a une bonne nouvelle, puisque ça va passer à la commission permanente du 23 septembre 2022 du Conseil départemental.
Réfection des sols souples à l'école maternelle des Pins, à la crèche et au jardin d'enfants, avenue de Verdun, subventionné, dépense totale 17 800 €, subventionné 12 400 €. Voilà pourquoi je n'ai pas trop apprécié la question, parce que le problème est pris en compte par la mairie. Oui, voilà. oui, non, mais depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril, on est penché sur ce problème, effectivement. Moi, Madame Agpa, elle m'a certifié qu'elle avait averti les parents du calendrier. Mais moi, je ne peux pas faire son travail. Hein. Je veux dire, c'est une femme qui est Madame Agpa. C'est une DSP. Hein. Alors, pour ce qui concerne les travaux d'octobre-novembre, qui font partie de la question aussi, alors, sauf défection du fournisseur, est prévu le montage d'un abri de rangement en remplacement de l'ancien abri en bois. Donc, c'est un travail qui est prévu là, à l'automne. Donc, effectivement, moi je vous dis ça. Après, si effectivement, peut-être que tous les parents n'étaient pas prêts. Alors, en ce qui concerne le sol, je tiens aussi à préciser que ni Sandrine Kurzinski, qui est la représentante de l'IFAC, ni Madame Agpa n'étaient très catastrophées par l'état du sol. Parce que, oui, mais non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors c'est de l'herbe. L'herbe, quand il pleut, ça fait de la boue. Quand il y a la canicule, c'est beaucoup de soleil, c'est cramé. De l'herbe, tu as aimé Marilyn sur la séchant des moyens ou pas? Je le vois, elle n'est pas du tout adaptée. Il y a des tapis de pelouse, tu te prends les pieds dedans. Non, mais les tapis de pelouse, ça. Oui, non, mais il y a un million de choses qui est mis en place, certes, mais tu as un coup du souple, un coup du bio, un coup du. Alors, oui, ça, les tapis de sol, c'est pas tellement la pelouse, les tapis de sol, je veux dire, c'est la responsabilité des gens qui travaillent là-bas qui les mettent. Hein. Oui, non, je suis d'accord, mais quand on dit que non, le sol il est normal, non, je suis pas d'accord. Non, mais nous, ce qui est normal, c'est que la mairie s'occupe de la crèche. Et on a apporté la preuve ce soir que, contrairement à ce qui est écrit, tout est en place pour. C'est depuis le mois d'avril, hein. Je suis d'accord, mais nous on n'avait pas en tant que parents, et du moins tous les autres parents aussi qui sont vers moi, ils étaient à l'info. Ah non, mais ça je suis désolée, hein, effectivement. J'ai pas eu une lettre qui m'est remontée à mon niveau. Nous on a eu effectivement au mois d'avril, des parents qui effectivement posaient la question de savoir si on allait faire quelque chose. Et effectivement, on en a parlé à la réunion qu'on a eue après. Donc, bon. Mais depuis, moi, j'ai pas reçu de lettre non plus. Hein. Donc, le maire, ni moi, Réponds à la deuxième partie de la question. Alors, pour la liste d'attente. Alors, c'est vrai que nous savons depuis le mois de juin que nous avons une liste d'attente historique depuis l'ouverture de cette crèche en 1992. Alors, à savoir, actualisée à début septembre, on a une liste d'attente de 11 bébés d'ici février 2023. Alors, ces chiffres évoluent tous les jours parce qu'il y a des nouvelles inscriptions, puis il y a des gens qui trouvent, des parents qui trouvent d'autres solutions. Donc, c'est très mouvant. Bon, disons, on va dire qu'il y a une moyenne de 10 bébés en liste d'attente. Des bébés, première section. Je complète. Au 7 juillet, il y en avait 19. Voilà. Donc, il y a eu 8 personnes qui ont trouvé des solutions, soit à la crèche, soit au nounou, soit, je donne l'exemple si les personnes m'entendent, il y a une famille qui a pris une fille au père, une étudiante de Nouvelle-Zélande qui est sur Rhône pendant sa scolarité et qui s'occupe du petit. Voilà. Alors, ça peut être une piste de réflexion. Oui, voilà. Alors, pour cette liste d'attente, donc moi j'en ai discuté dès que possible avec notre coordinatrice de la convention territoriale globale de la CAF. Vous savez qu'on est en convention territoriale avec 6 autres communes le long de la Durance. Et donc j'ai parlé avec elle, elle s'appelle Marielle Signoret. Donc voilà. Il y a 2 choses à savoir. Alors, 10 ou 11 enfants qui attendent une place pour la CAF, ce n'est pas une liste d'attente. Voilà. Car on est bien en dessous de la moyenne. C'est quoi alors? Non, mais les gens se rendent pas. Écoutez ce que Marilyn vous dit, et après je vais vous donner des informations récentes de la situation française. On est en dessous de la moyenne nationale. Moi, peut-être que le maire a les chiffres, mais moi je peux vous dire, par exemple, parce que j'ai écrit à toutes les communes de la CTG, il y en a une seule qui m'a répondu, c'est Jouques, ils ont une liste d'attente de 30 enfants.
Voilà. Oui, mais bon. Alors, en plus, bon, il y a la deuxième chose à savoir, indépendamment de, c'est pas une liste d'attente pour la CAF, la deuxième chose à savoir, c'est que pour ouvrir des berceaux, il faut l'agrément de la CAF. Et la CAF ne donne son agrément et son financement, bien évidemment, que si elle a la certitude de la pérennité de l'occupation de tous les berceaux. C'est comme à l'hôpital pour les lits, un berceau non rempli coûte plus cher qu'un berceau, un berceau vide coûte plus cher qu'un berceau occupé. Voilà. Alors, mais nous, à Rognes, on a quelques arguments qu'on peut faire valoir. On a très peu d'assistantes maternelles. Au dernier recrutement, on en a 5. Quand on va reprendre le rapport de la Caisse d'allocation familiale en 2017, avant la création de la CTG, elles étaient 14. Donc, on a une chute vertigineuse. C'est les nounous, ça. C'est les nounous, voilà. Donc, pourquoi? Moi, je ne sais pas, il faudrait leur poser la question. Bon, alors, donc on a effectivement un gros déficit en nounous. On a 3 programmes immobiliers, bon, bien sûr, tous qui ont des recours, mais enfin, un jour ou l'autre, ça va peut-être se débloquer. Et puis, le fait de faire partie d'une CTG, c'est-à-dire d'une association de communes, on va partager nos places avec les autres communes. En fait, on répondrait à ce moment-là à la demande sur le périmètre et non plus sur la ville. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'actuellement, les enfants qui sont à la crèche sont tous les enfants de Rognes. Ce qui n'a pas été et sur la liste d'attente aussi. Ce qui n'a pas été le cas sur ces dernières années, où on pouvait prendre des enfants, d'ailleurs, je ne sais pas, Rognes est là, il y en a un qui habite là, il va travailler, il passe devant la crèche, il dépose son enfant. Voilà. Donc là, voilà. Alors, c'est vrai que la CAF, son mot, c'est mutualisation, aussi bien pour les assistantes maternelles que pour les classes de crèche. Donc voilà. Tu vois, il y a enfin, en tout cas, toujours est-il que j'ai quand même rendez-vous le 7 octobre au comité technique de la petite enfance à la Caisse d'allocation familiale d'Aix pour pouvoir parler des différentes possibilités que nous pourrions avoir. Alors, mon dossier il est prêt. Et je serai accompagnée par justement le Sandrine Kurzinski de l'IFAC. Donc, nous y réfléchissons beaucoup avec le maire et d'autres. Je me suis beaucoup renseignée auprès des spécialistes de la petite enfance, mais sans agrément de la CAF, c'est pas la peine. Bon. Et merci Marilyn. Par rapport à ce que Marilyn dit, vous le retrouvez dans mon édito de la dernière fenêtre. Il y a une réflexion sur l'agrandissement de la crèche, ou une micro-crèche, ou une nouvelle crèche. D'accord? Donc, il n'y a pas d'agrandissement. Non, mais je dis ce que j'ai écrit. Parce que, entre-temps, ça a été dit. Donc, le problème, on a pris en compte. Et je vais vous lire la lettre que j'ai reçue, qui date du 30 août. Le titre, c'est « La crise des crèches partout en France ». Les crèches, qu'elles soient privées ou publiques, rencontrent depuis de longs mois de grandes difficultés. On relève en premier lieu un problème structurel de manque de place. Dans son discours d'ouverture du congrès de la Fédération des acteurs de la solidarité en début d'année, le président de la République constatait l'échec des politiques en la matière. En raison du manque de personnel dans les crèches, 4 enfants sur 10 de moins de 3 ans ne trouvent pas de solution d'accueil au niveau national. Donc, Rognes est bien par rapport à tout ça. Plus de 160 000 parents ne reprennent pas le travail parce qu'ils n'ont pas trouvé de moyens de garde. Voilà. Je ne lis pas l'article complet, vous pouvez le retrouver sur Internet. Troisième question. Merci Marilyn de ton suivi et de ton action sur le terrain. À la lecture de la dernière fenêtre du FOUSA, notre attention s'est portée sur l'entête de la rubrique permettant la libre expression des groupes d'élus n'appartenant pas à la majorité municipale. Lorsque l'on constate le nombre des délibérations qui sont prises à l'unanimité, le terme opposition nous semble bien mal approprié et nous préférerions que soit utilisé le terme de minorité. Cela nous semble par ailleurs plus en adéquation avec les efforts déployés par tous pour apaiser les échanges intergroupes. Voilà, nous vous remercions de la suite favorable que vous donnerez à notre demande. Alors, pour être franc avec toi, ça m'a surpris
Et moi, j'aime pas le terme minorité. Quand on parle de minorité, on parle des minorités ethniques, souvent. Et la définition sur Internet, c'est un état d'infériorité. Donc je balaye, je fais l'histoire, je suis allé voir. Minorité, je ne vais pas te mettre minorité parce que ce terme ne plaît pas du tout et n'est pas approprié. Que ce soit pour ta liste ou la sienne. Par contre, j'ai dit, on va regarder ce que les autres communes font. J'ai pris le premier catalogue de Dominique, donc Vitrolles, municipalité plutôt de gauche. Parole à la majorité, parole à l'opposition. Après, chaque commune, mais au contraire de majorité, c'est minorité. Non, mais je ne veux pas te mettre minorité, ça. Moi, on va se faire critiquer par des administrés. Alors, par contre, ce que je vais dire à Dominique, elle va réfléchir si elle le trouve un truc sympa. Je vais mettre tout simplement parole à Rogny Ensemble, à Uni pour Rogny. Voilà, parole, je mets. Ça te convient. Très bien. Voilà. Mais vous aviez pensé à quelque chose? Minorité. Non, minorité, je ne veux pas employer ce terme. Je ne veux pas l'employer. Bon, donc, je vous ai écouté, j'ai répondu aux questions. Merci à tous les adjoints qui ont contribué à la présentation des délibérations. J'ai quelques informations à vous donner. Si vous voulez bien m'écouter pendant 7 minutes au moins. Voilà. Donc la première information vient d'une réunion qu'avait organisée M. le sous-préfet Cassette ce matin au CDG. Et ces points d'actualité sont les suivants. Il nous a confirmé qu'on avait reçu récemment une note sur la sécurité des manifestations. Nous avons reçu le 12 septembre. Donc ça s'est un peu assoupli. Pour moins de 1500 habitants, on n'a pas besoin de prévenir la sous-préfecture. Et si vous organisez une manifestation où il y a plus de 1500, il y a la sous-préfecture à prévenir, il y a bien entendu les pompiers et bien entendu la gendarmerie. Voilà. Donc ça, c'est important pour lui. Le deuxième point, c'est la canicule qui s'est passée cet été. Donc il a beaucoup parlé du barrage de Saint-Reponson. Il a parlé également que ça avait eu un impact non négligeable sur le tourisme cette année. Bon, le festival de la Roque d'Interron qui a très bien marché, je crois qu'ils ont fait quand même moins de 20 000 places de moins qu'en 73, 50, j'ai ça en tête. Hein. Et il nous a pris l'exemple à l'Archevêché, où à une soirée, il y a eu 10 malaises. Donc ils n'ont pas arrêté par miracle la représentation. Donc il nous a amené à réfléchir à la question suivante. Beaucoup de manifestations sont à fin juin, juillet. Il me semble, compte tenu de l'évolution du climat, de l'environnement, de tout ça, prévoyez plutôt en août. Donc je fais un message à Dominique. Oui, en août, parce qu'il y a eu moins de présents en représentation, qu'il y a fait 40 degrés à 18h à l'Archevêché, et voilà. C'est la réflexion du sous-préfet, vous permettez que je vous le transmette et que vous n'émettez pas de commentaires. Je donne des pistes qu'il nous a données. Voilà, on continue. On s'interroge. La sécheresse, bien entendu, et les incendies. On a été épargnés. Le seul cas à proximité de nous, c'est à Lambex où quelqu'un a voulu tuer un essaim d'abeilles, de guêpes, avec un chalumeau. Super. Par contre, nous en tant qu'élus, il va falloir montrer l'exemple parce que le gouvernement va prendre des dispositions sur les obligations légales de débroussaillement. Donc je vous invite à les réaliser chez vous et je pense que la population de Rhône va être concernée et qu'il y aura des rappels. Je vous rappelle le précédent conseil où je vous avais dit que nous avons réalisé des OLD chemin du bois, Pied-Bouquet, etc., qu'on va faire à Saint-Estève-Janson, qu'on a fait la Poulade, etc., etc. Mais la mairie ne peut pas tout faire et les particuliers doivent le faire. Ensuite, il y a une grosse problématique au niveau de la circonscription, de l'arrondissement du préfet. Il y a 48 maires, hein. Ça va d'Aix à Salon pour vous résumer à peu près. C'est la problématique déjà de voyage. Parce que malheureusement, il n'y a pas suffisamment de place. Donc le préfet nous a demandé, pour éviter des commentaires suivants, j'ai un maire qui m'a dit, au sous-préfet, demandez à mon voisin d'en accueillir. Alors le sous-préfet ne peut pas entendre ça. Et il a raison de ne pas vouloir l'entendre, parce que le maire qui a dit ça, il n'a pas eu le courage de le dire à son voisin. Par contre, il nous a demandé, le sous-préfet, de réfléchir, toutes les 48 communes, si on avait la possibilité
d'accueillir des gens du voyage tous les 5-6 ans à peu près, hein, puisqu'il y aurait un roulement, en proposant des terrains de privé ou communal. Voilà, je vous livre les réflexions. Ensuite, bien entendu, il nous a parlé de l'aide de l'État sur l'augmentation des prix dont on a parlé tout à l'heure. Je n'en dis pas plus, parce que pour l'instant, on n'a pas d'éléments. Voilà. Par contre, on a la possibilité d'agir nous aussi là-dessus, et on l'a dit tout à l'heure, on a sensibilisé nos agents. Le premier jour de la rentrée des classes, on a sensibilisé les professeurs, les ATSEM, l'AFR, de tous les jours regarder les gestes qu'ils font. Ce qui est certain, je te parle en tant que parent d'élèves et de là, c'est que le chauffage, s'il commence à faire froid une semaine, c'est pas sûr qu'on le mette tout de suite. Hein. Parce que 9 fois sur 10, il fait une semaine de froid en octobre et après il fait 3 semaines de beau. Donc on décalera au maximum la mise en place du chauffage dans l'école. Ça veut dire qu'en tant que ARP, j'aimerais que vous communiquiez sur le fait voilà, que sur une semaine, 15 jours, le matin, les parents mettent quelque chose de plus chaud au gamin. Hein. Et nous, on va s'efforcer de faire la même chose au niveau de nos agents et des jeunes. Hein, voilà. Ensuite, pour votre information, j'ai demandé à mes adjoints de réduire le budget de fonctionnement de 10% dans chaque domaine pour 2023. Ensuite, des nouvelles un peu positives. Hein. La rentrée scolaire s'est bien passée, donc vous savez le nombre d'enfants qu'il y a à la maternelle, 130, c'est ça? 120. Voilà. Et oui, 120, je crois, un truc comme ça. Les effectifs sont super à la maternelle. Hein. Voilà. On est toujours à la limite d'une fermeture de classe. Ouais, c'est bon. Et... au primaire, il y a 300. Et la bonne nouvelle, même si elle ne concerne pas la municipalité, c'est Madame Sourisseau au collège qui a accepté au dernier moment des gamins qu'elle ne pouvait pas accepter parce qu'elle n'avait pas de place. Donc il y a 2 familles qui viennent d'arriver à Rognes et dont les enfants ont pu être pris au collège Rognes. Hein. Elle a eu une ouverture parce que bon, elle a eu une ouverture aussi. Non, je crois pas. Elle attendait une ouverture. Non, elle s'est débrouillée. Elle les a pris. Ensuite, bon, on a passé une belle fête votive. Alors, certainement avec moins d'affluence que les fêtes votives d'avant. L'ancien villageois va dire que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Voilà. J'espère que les enfants ont profité, je pense qu'ils ont profité. Pour ceux qui sont venus, la qualité des orchestres prévus par le comité fête, j'ai eu de très bonnes remontées. Hein. Dans le premier soirée le vendredi, il y avait 3 jeunes de Rognes qui jouaient dans l'orchestre. Je leur ai promis qu'on trouverait peut-être un créneau dans les carrières, parce qu'ils vraiment ils ont dégagé quelque chose, ou pour la fête de la musique, un truc comme ça, il faudra que tu vois Dominique. Oui. Ils ont été excellents. C'est la fille de Clémentine qui habite le Place de l'Aurore, qui était la chanteuse pour ceux qui connaissent. Donc ensuite, nous sommes en négociation avec Terre de Cuisine, parce qu'ils veulent nous augmenter le tarif par rapport aux hausses de prix des aliments, de tout. Donc, c'est une négociation qui se passe bien, mais qui est assez serrée, et c'est Régina qui s'en occupe, et Marie. Donc, on y reviendra dessus, parce qu'il va falloir voter une augmentation. Hein. Et n'oubliez pas qu'il y a une histoire de coût fixe, coût variable à réactualiser. Je me rappelle il y a un amendement, voilà, à prévoir. Oui, je ne parle pas de question de fixe ou variable, il demande de X% de plus. Ah ben nous oui, parce que ça a un sacré impact sur le budget. On ne va pas faire un débat là-dessus. La négociation est compliquée, mais Régina va la mener à bien. Ensuite, ce que je voulais vous dire, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'on va avoir le premier compte rendu du PRIF, donc en octobre. Hein. On a demain matin la visite du médiateur. C'est la 3e fois qu'il vient, mais pour l'instant, les gens qui viennent me voir pour des litiges, ils n'osent pas voir le médiateur, comprennent qu'il pourra. C'est le conciliateur de justice. Donc demain, il a un rendez-vous. Donc je vous invite, quand vous connaissez des voisins qui ont des problèmes importants, à venir rencontrer M. Tasser. Il est à leur disposition, ça coûte 0 centime à l'administrer. Hein. Moi, je sais que quand je vais rencontrer 3 ou 4 personnes, je vais leur demander si le problème subsiste toujours. Et s'il subsiste toujours, je vais les inviter à prendre rendez-vous avec le médiateur. On a obtenu ça, on a voulu prendre un médiateur sur la commune quand on nous l'a proposé avec Jacques. Donc autant faire travailler la personne. Bon, pour terminer, je vous invite à participer
aux journées du patrimoine ce week-end. Oui, j'avais mis un peu plus bas. Nous n'avons plus qu'une famille ukrainienne sur la commune. Ils sont rentrés chez eux. C'est la petite Maria qui est à l'école élémentaire, qui a repris les cours. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est un peu en bras parce que j'ai mis au dernier moment. On a beaucoup d'appels d'administrés qui nous disent que la taxe foncière a augmenté. Ah oui, je l'entends. Je vous rappelle que c'est l'État qui a augmenté la base, de 3,42 ou 44. Et il y a une petite augmentation dans les GEMAPI. Les GEMAPI, c'est tout ce qui concerne les inondations et tout comme ça, c'est la métropole. En ce qui concerne la commune de Rogne, nous n'avons pas augmenté l'impact local de la taxe foncière. Voilà. Sur ces nouvelles, eh bien, je vous dis à bientôt. Merci pour la bonne tenue de ce conseil et passez une bonne soirée. Merci. Merci.